Je vais beaucoup parler d'économie et de chiffres, mais je ne suis pas économiste, d'accord? Je suis un ancien acheteur industriel. Okay, donc, et j'aborde la question de la mutation des modèles économiques via la mutation industrielle. Voilà. Donc le titre, c'est Mutation industrielle de l'Afrique. Quels sont les nouveaux business models pour l'économie, pour qui et pour quelle économie demain? Et c'est l'angle de l'acheteur, donc qui explique un petit peu euh, comment, comment ont été montées, on va dire, les économies avant les années 2000 et pourquoi elles vont changer. Alors, donc, en introduction préliminaire, donc, pardon. Donc, je m'appelle Mohamed Balgouti, j'ai 49 ans et dans 3 jours, j'aurai 50 ans. Euh, je suis ingénieur en génie industriel, polytechnicien de l'École polytechnique de Grenoble. J'ai une trentaine d'années, enfin 25 ans d'expérience industrielle. Donc, j'étais responsable d'achat industriel dans des grandes multinationales comme Schneider Electric, etc. Et puis maintenant, aujourd'hui, je suis consultant en intelligence économique et en achat et en supply chain. Donc, euh, j'enseigne également le management des achats et de la supply chain dans différentes grandes écoles, donc à l'EDEC Business School. J'enseigne également des modules de guerre économique à l'université Jean Moulin et tout ce qui est développement durable, corporate social responsibility, etc. Et le management des achats et de la supply chain. Et donc, les activités annexes, et c'est là où j'ai eu l'honneur de connaître notre ami Jean-Philippe Mohamed Sangaré, c'est à Genève, où je travaille enfin, j'ai un think tank, je fais partie d'un think tank sur justement sur les questions de, d'intelligence économique, de développement durable, et, euh, et voilà, en fait, on est à la croisée des sciences, des sciences et des techniques, et on essaye de réfléchir sur le bien commun. Voilà. Alors, donc, le contexte industriel et économique mondial post-décolonisation. Donc, le monde est flux, l'information, c'est le pouvoir, et la fonction achat, c'est la matrice du changement du business mondial. Donc, les achats, en fait, ils sont au cœur de l'information. Dans une entreprise, il y a ce qu'on appelle les fonctions support de management et il y a les fonctions support de production. Et les acheteurs, en fait, les acheteurs industriels, ils sont à la jonction, ils sont à l'intersection de tous ces flux. Et donc, j'insiste en fait sur la fonction achat et supply chain parce que c'est elle qui a transformé tout le monde économique depuis du dernier siècle. Et c'est une vieille fonction parce que cette fonction-là, en fait, elle vient de la guerre. D'accord? Donc, pour approvisionner les forces militaires et les combattants, il fallait une organisation qui centralise les achats et qui distribue les armes, etc. Donc c'est un vieux métier, mais qui a été réintroduit dans l'industrie. Et donc, mais les logiques sont toujours les mêmes. Et aujourd'hui, en fait, dans le monde de l'information, c'est trouver la bonne information devient déterminant. Ce n'est plus comme avant. C'est-à-dire qu'avant la société de l'information, il y avait une rétention des informations. Il y avait ce qu'on appelle l'axe nord-sud, hein, donc des pays très développés, vs les pays non développés. Et l'idée, en fait, était de, de garder le savoir stratégique et de profiter, on va dire, du différentiel technique et technologique pour que le business n'aille que dans un seul côté. D'accord Voilà. Alors,
Donc, les règles des achats industriels, après, je ne vais pas rester très longtemps là-dessus, elles sont régies par les équations fondamentales suivantes. Donc, il y a l'équation des grosses mailles des ressources de la production, l'équation grosse maille des cost modèles de la production. Alors, donc dans l'équation de la production, en fait, quand on produit un bien ou un service, qu'est-ce qu'il nous faut pour ça? Il nous faut des ressources humaines, des ressources naturelles, de l'énergie, un transformateur industriel. Donc, le transformation industrielle, ça peut être une usine qui va rassembler les ingénieurs, les matériels, etc. Plus des flux financiers, donc de l'injection d'argent pour le matériel, pour payer tout ça. Et à la fin, on sort avec un produit fini, plus de la valeur ajoutée. Et cette valeur ajoutée, c'est un multiple des flux financiers entrants. C'est-à-dire que si, par exemple, j'ai injecté 100, à la fin, une fois que j'ai tout payé, etc., eh bien, je ressors avec 300. Okay. Donc, grosso modo, c'est ça l'équation de la production. Bon. Ensuite, il y a l'équation des cost modèles de la production, et c'est là que le métier de l'acheteur, il intervient. En fait, on va décomposer toute la chaîne de la valeur, okay, de la production. Donc, on va partir des coûts des matières premières, coûts de la main-d'œuvre d'assemblage, coûts de la main-d'œuvre d'ingénierie, coût de l'énergie, coût de la qualité, etc. Et l'idée est d'agir sur chacun, on va dire, de ces centres de coûts avec la logique faire ou faire faire. Si nous, on fait chez nous, combien ça nous coûte? Et si on fait faire par les autres, combien on peut gagner? D'accord? Et c'est là, en fait, où le business mondial, il s'est établi sur deux axes, l'axe nord-sud. Et c'est là où il y a eu le phénomène, on va dire, des délocalisations. Donc, quand vous regardez la chaîne de valeur d'un produit, n'importe quel type de produit, que ce soit une voiture, un téléphone, un vêtement, une chemise, ce que vous voulez, en décomposant les productions comme ça, en regardant ce qui est le moins cher, toutes choses étant égales par ailleurs, ce qui est le moins cher sur un ou plusieurs centres de coûts, à ce moment-là, on va, en comparant par rapport à ce que ça coûte chez nous, eh bien, par exemple, on va délocaliser du textile au Bangladesh. D'accord? On va délocaliser de l'ingénierie informatique en Tunisie. D'accord? Donc, on va. Et donc, parce que le monde est un village global. Sauf que maintenant, on est à la fin de ce modèle. Et je vais vous dire pourquoi mécaniquement on est à la fin de ce modèle. Donc, on rappelle juste les doctrines, des rappels sur la doctrine Nord-Sud. Donc, après la deuxième guerre mondiale, post-décolonisation, il y a eu une accélération et il y a eu en fait l'accord légal. La ligne a été théorisée par Willy Brandt dans un rapport qui a été remis à McNamara, président de la Banque mondiale, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à en fait aujourd'hui, c'est-à-dire 2015, 2016, 2017, 2018, on est toujours resté, en tout cas, les institutions internationales sont toujours restées sur cette ligne infranchissable entre le Nord et le Sud. Il y a quelque chose qui bouleverse ça, c'est qu'on a basculé dans la société de l'information et donc que le savoir devient accessible. Mais économiquement, on n'a pas, on n'a pas procédé à une redistribution et on est toujours dans la matrice nord-sud, y compris pour ceux qui sont dans le sud. D'accord? Donc, quand vous regardez la carte, l'économie s'est partagée sur deux axes, le nord et le sud. Et il y a eu ce qu'on appelle les pays low labor cost country, okay, les low cost country. Et donc, quand vous regardez la carte des délocalisations, des décolonisations et la carte des délocalisations, vous allez voir en fait qu'il y a une superposition des pays anciennement colonisés qui sont devenus en fait les ateliers du monde de la sous-traitance. D'accord? Donc ça, on le voit très très bien en Afrique. On le voit beaucoup moins en Asie parce qu'en Asie, il y a eu des pays qui ont fait le shift et qui sont allés vers de la valeur ajoutée, comme la Corée du Sud,
comme Singapour, comme des pays qui, après-guerre, ont décidé qu'ils n'étaient ni dans le nord ni dans le sud. D'accord? Bon. Mais en attendant, cette asymétrie des échanges a la main-d'œuvre représente 20% du coût de production et qu'on arrive à réduire 80% du coût de la main-d'œuvre, eh bien, on gagne 16% de bénéfices. C'est ça l'équation. Quand vous savez qu'une entreprise multinationale, sa marge, une fois qu'elle a payé toutes ses charges, c'est autour de 5%, quand vous rajoutez 16% de bénéfices, ça a fait que, enfin, 16% de marge nette, il y a eu des fortunes colossales qui ont été faites d'un seul côté de la planète, au détriment, avec un transfert de savoir à basse valeur ajoutée vers les sous-traitants. Et activité à basse valeur ajoutée. Et puis après, comme l'appât du gain a été trop fort, on a commencé à transférer également des cerveaux. Ce qui fait que aujourd'hui, et les premiers laboratoires du monde, enfin, ils sont en Asie. On est en train de basculer vers l'axe asiatique. D'accord? Parce que l'Asie était le centre de sous-traitance du monde, était le centre de sous-traitance de main-d'œuvre. Et petit à petit, on a transféré des outils de production, on a transféré de l'ingénierie, du savoir, etc. Jusqu'à ce que, à un moment donné, une partie du Nord se rende compte que l'Asie a commencé à développer ses propres compétences, sa propre ingénierie, ses propres microprocesseurs. Et on assiste à ça aujourd'hui de en Chine. Hein. Donc, ils ont dépassé, par exemple, à certains niveaux, ils ont dépassé les Allemands. Okay. Donc, on en revient sur la responsabilité de l'acheteur. Donc, dans l'ancien monde, là, si on regarde le Bangladesh, ici, ce que vous voyez, c'est la catastrophe de Rana Plaza, où, en fait, c'était un bâtiment avec plusieurs étages où on faisait de la sous-traitance de tissus. D'accord? Et, comme il n'y a pas eu de maintenance et que les ouvriers étaient très, très mal payés, eh bien, au bout d'un moment, eh bien, l'immeuble s'est effondré sur lui-même. Et il y a eu pratiquement 1000 morts, ok, ce jour-là. Et donc, à la suite de ça, à la suite de cette catastrophe, les pouvoirs publics pour un architecte qui va construire un pont, on a une responsabilité, quand on est ingénieur des ponts et chaussées, on a une responsabilité sur la maîtrise d'ouvrage pendant des décennies. Eh bien, là, c'est pareil. Euh, et l'idée était de basculer vers un monde plus solidaire. Bon. Je vais vous montrer également le cost model du cacao. Et après, on rentrera dans le vif du sujet, dans les opportunités en Afrique. Alors, ici, quand vous regardez le cost model du cacao, il y a une courbe ici que vous voyez ici qui montre le prix de la tonne de cacao. Et vous voyez que cette tonne de cacao, son prix varie entre 2000 et puis elle arrive à 3000 dollars, eh bien, il y a une manipulation du marché qui fait descendre le cours très très vite pour atteindre les 2000 dollars. Qu'est-ce que ça veut dire quand un marché comme ça est maîtrisé en termes de coûts de production? Eh bien, ça veut dire que justement, les coûts de production doivent tendre vers zéro. C'est ça que ça veut dire. Et si les coûts de production tendent vers zéro, quelle est la population qui peut travailler pour rien? Eh bien, ce sont les enfants. D'accord? Ce sont les esclaves. Donc ici, ce que vous voyez, c'est que le business du cacao
plus de 80% du business model ne peut tenir que par l'esclavage des enfants de 4 à 14 ans. Et ça, moi, je l'avais montré à une conférence à l'ONU, justement, sur la responsabilité par rapport aux 17 objectifs du développement durable. Donc, l'envers c'est de production du côté du Nord font qu'un enfant qui va ramasser des centaines de kilos de cacao, de caisses de cacao, il ne peut même pas se payer une tablette de chocolat. Donc, eh bien, tout ça, tout ce non-sens, les consommateurs commencent à dire non là-dessus. Ils veulent acheter avec du sens. Okay. Donc, ils veulent acheter avec de l'information. Et si ça a été produit dans des bonnes conditions, qui respectent le développement humain, etc. Et là, je vais en revenir sur une de mes premières pages ici. Vous voyez en bas, il y a un modèle avec un diagramme en radar à gauche. D'accord? Ce diagramme donc, mes étudiants ont travaillé là-dessus et ils ont fait un modèle qui intègre, on va dire, par rapport à un fournisseur ou par rapport à un produit, si ça respecte les 17 objectifs du développement durable. Donc, typiquement pour une tablette de chocolat, il y a un code barre derrière et quand vous flashez le code barre, ça va vous dire, voilà, l'agriculteur a été correctement rémunéré, les enfants sont allés à l'école, etc., etc. Et avec une information qui devient accessible comme ça, eh bien, ça change des modèles économiques. D'accord? Donc, j'en reviens maintenant là. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet sur la 4e révolution industrielle. Donc, pour les 50 ans du World Economic Forum, l'année dernière à Davos, la thématique qui a été abordée, c'est comment redéfinir un nouveau contrat social mondial en regard des transformations technologiques, tout en accomplissant les 17 objectifs du développement durable. Et ces questions, elles sont de plus en plus prégnantes parce que nous sommes dans une société du savoir. Et quand vous avez des jeunes qui sont dans le sud et qui regardent ce qui se passe dans le nord, et ils ont accès au net, ils ont accès à l'internet, et qu'ils regardent le différentiel de vie, et bien tout ça c'est totalement inacceptable. Donc, euh, 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 donc ça c'est le point de vue des du sont au nord. Et s'il n'y a pas un transfert, on va dire, de savoir et de valeur ajoutée entre les deux, eh bien, ça va clasher. Et donc, il y a des pays qui ont pris des options différentes, ils ont pris des raccourcis. Et au lieu de récupérer un appareil industriel qui est ancien, qui est à basse valeur ajoutée, ils ont directement fait le shift. Notamment, par exemple, en Afrique, quand on regarde les solutions de paiement par mobile, des paiements par téléphone portable, ça existe en Afrique depuis plus de 10 ans. Là, on commence à y arriver ici dans le Nord. Mais pareil, par exemple, pour l'adoption de beaucoup de technologies, par un cycle d'apprentissage et de désengagement des anciennes technologies. Donc directement, il y a quelque chose d'opportuniste qui se met en place. Alors, les 15 ans qui arrivent changent totalement tout le paradigme économique de la planète. Et ce sont 15 ans qui sont exponentiels. C'est-à-dire que chaque année, elle vaut 10 ans. J'en sais rien, mais c'est exponentiel. Et
Et il y a 5 technologies, en fait, il y a 5 domaines majeurs qui, eux, chacun d'entre eux sont exponentiels et qui en plus convergent entre eux. Donc, euh, et tout ça, c'est porté par la 4e révolution industrielle. Donc, Klaus Schwab, le président de Davos, parle de l'intelligence artificielle associée à Big Data, la blockchain, l'apprentissage profond et les réseaux de neurones, et la cobotique, donc des robots collaborateurs. La fabrication additive va impacter 30% du business mondial d'ici 2040, au plus tard. 30%, ça veut dire qu'en termes de supply chain, on ne va plus produire d'un point A pour livrer vers un point B. On va directement produire dans le point B en ayant de la matière première sous forme de poudre, d'accord? Que ce soit de la poudre de métal, que ce soit de la poudre d'ADN, que ce soit, moi j'appelle ça de la poudre vulgairement, mais on va pouvoir imprimer tout et n'importe quoi euh, euh, sur les 20 prochaines années. Et ça va prendre entre 20 et 30% du business. Donc, ils ont déjà fait la prospection là-dessus. Et dans, dans, dans cette optique-là, les échanges, en termes de commerce mondial, ils vont plus être uniquement sur le transfert du bien. D'accord? Ils vont être sur le transfert de l'idée. Donc, il va y avoir une régulation des idées. Puisque les moyens de production vont être délocalisés et ils vont être proches du consommateur. Par exemple, ici, si on regarde la fabrication 3D, la fabrication additive, l'image que vous voyez en haut, c'est une hélice de bateau. Cette hélice de bateau, elle est imprimée en 3D. C'est une hélice en bronze qui pèse entre 700 kg et économie sur les industries navales. D'accord? Quand par exemple vous aviez vous avez un bateau et vous avez besoin d'acheter une pièce détachée, eh bien vous étiez obligé de commander à l'autre bout de la planète, par exemple dans les chantiers de Saint-Nazaire en France, ou de commander en Corée, ou de commander en Hollande, des pièces détachées. Et là, vous attendiez plusieurs mois, d'accord, pour avoir votre pièce. Aujourd'hui, on est capable d'imprimer directement la pièce dans le lieu de consommation. Du coup, l'implication de ça, c'est que toutes les villes qui se sont construites avant sur des cœurs de métiers industriels euh, euh, et par exemple, une pièce imprimée comme ça, on n'a plus besoin d'avoir des grandes forges qui pèsent des dizaines de tonnes pour faire des pièces forgées, etc. On n'a plus besoin. Il suffit juste d'avoir de la matière première disponible. Donc, la fabrication additive bouleverse toute la supply chain mondiale. Et la valeur ajoutée, en dehors du coût de la matière, elle devient dans l'idée, dans le logiciel de conception, dans le logiciel de protection de la conception et dans la technologie de la poudre. Parce que le coût d'impression, qu'on imprime une pièce qui fasse 700 kg sous forme d'hélice ou qu'on imprime un bain pour l'Internet, enfin pour l'intelligence artificielle et Big Data, eh bien, aujourd'hui, IBM Watson, il est capable de détecter en amont des cancers de la peau, des différents types de pathologies, plusieurs mois avant un médecin humain.
Parce qu'un médecin humain, il n'est capable de voir qu'une quinzaine ou une vingtaine de signaux visibles. Et il est capable de corréler avec des analyses de sang, etc. Mais ça ne dépasse pas une combinaison de 20 à 30 facteurs. Alors que Big Data, ce sont des millions de données, de data, avec des patterns qui arrivent à être la détection de signaux faibles permet, on va dire, de faire des diagnostics préventifs bien plus tôt. Okay. Et donc ça aussi, ce sont des opportunités qui nécessitent, en termes de développement, des ingénieurs, d'accord, des ingénieurs formés aux mathématiques, formés au traitement du signal, formés à des choses comme ça. Donc ça, c'est quelque part, c'est facile comme matière première. Hein. Bon, la blockchain également, ça c'est une arme de désintermédiation massive pour moi. Donc elle permet, on va dire, de supprimer le middleman et en généralisant la blockchain à l'économie, dans des certificats à tous les niveaux, toute économie une partie qui est supprimée. Donc on réduit la chaîne et on gagne en termes de valeur ajoutée. Alors bon, peut-être que vous êtes bien plus compétent que moi en termes d'ingénierie, mais il y a quelque chose qui s'est passé avec AlphaZero les gens ne se rendent pas compte à quel point le fait d'avoir battu le joueur de Go, d'avoir battu Stockfish en 4 heures, donc le logiciel d'échecs change absolument tout. Sachant que pour le logiciel Stockfish, on a donné à la machine, on lui a donné juste et à 4 heures seulement, il a battu Stockfish. Donc plus jamais aucun être humain ne pourra battre une machine aux échecs. Et il s'est positionné également sur des jeux vidéo où il a battu les meilleurs joueurs vidéo. Et pour tout ça, ça veut dire que si on fixe une matrice avec des règles, que ce soit du business, que ce soit de la guerre, que ce soit des interactions sociales, que ce soit n'importe quoi, et qu'on donne cette matrice sous forme mathématique à manger à ce logiciel, eh bien, je ne vais pas développer plus loin, mais franchement, il faut quand même qu'il y ait des sages derrière tout ça euh, pour pas dériver, quoi. Hein. Parce que là, on est capable d'aller très, très, très loin. Euh, Donc, toutes ces compagnies, Neuralink, les Motive, travaillent sur la connexion homme-machine, soit de façon intrusive, soit de façon non intrusive. Okay. Mais il y a une réunion qui va se faire entre les deux mondes. Et ce business, si on revient à l'aspect justement opportunité, ce business d'ici 2025 va représenter 4 000 milliards de dollars par an. 4 000, oui, oui, vous entendez bien. Sachant que le PIB de la planète, c'est 100 000 milliards de dollars par an d'ici 2030. Donc ce business va représenter 4%. Okay. Et donc, et là, c'est l'expert en intelligence économique qui va vous parler dans la modélisation de ces futurs. Et chacune de ces briques technologiques n'a pas été encore inventée ou optimisée. Donc chaque brique technologique du nouveau business planétaire, elle va peser des milliards. C'est là où en fait tout le monde peut se positionner. Et quand je dis tout le monde, l'Afrique inclus. D'accord. Donc la nouvelle règle du jeu du business mondial des 15 prochaines années, c'est ce qu'on appelle le time to market.
Donc, c'est pas le moins cher. L'avantage comparatif n'est pas dans le moins cher. L'avantage comparatif est dans le temps. Le premier ou la première qui arrive avec l'idée, il rafle tout le business. Et donc, cette fenêtre temporelle de 15 ans, elle ne va pas revenir. Elle est unique, d'accord? Mais tout le monde peut se positionner dessus. Et c'est là où à la fois les Asiatiques et les Africains, donc, je sais, euh, donc c'est les robots collaboratifs. Donc, là-bas à droite, c'est le robot Atlas, qui est assez. C'est la version soft, hein, c'est pas la version militaire. Hein. Donc, tout ce que vous voyez, c'est du domaine civil. Je ne vous parle pas des choses qu'on voit dans le domaine militaire. Okay, en bas, à gauche, c'est le robot Yumi de ABB, qui est capable d'assembler, de désassembler des pièces en toute autonomie. Et en tant qu'ingénieur de production, je peux vous dire que avoir des ouvriers comme ça, c'est le bonheur, quelque part. Hein. Parce qu'ils ne protestent pas, vous leur donnez un peu d'électricité, ils travaillent H24, vous déplacez le plateau à droite ou à gauche, et bien il va suivre. Hein, et mais si vous leur rajoutez de la mobilité, eh bien, le travail manuel ancien, de l'ancienne industrie, eh bien, il est quasiment fini. Alors, dans cette équation, que va devenir l'être humain? Hein, comment il va se repositionner? Hein. Donc, c'est là où, justement, nous, on doit réfléchir, nous scientifiques, on doit réfléchir pour donner des solutions quasiment tout de suite. Parce que, euh, bon, le, alors, parce que il va y avoir des grosses tensions, et d'ailleurs, elles commencent les tensions. En plus, avec le Covid, il y a une accélération des tensions. Beaucoup de métiers qui ont été perdus pendant le Covid ne reviendront pas. Ça se chiffre en millions de personnes. Et il y a la disparition des métiers auraient disparaître d'ici 2030. Ça veut dire qu'il y a plus de 500 millions de personnes qui vont perdre leur emploi. 500 millions de personnes sur 15 ans. Donc, c'est pour cette raison que les gens de Davos ont dit qu'il fallait installer un revenu universel mondial pour acheter la paix sociale et pour permettre aux personnes qui ont 45 ans aujourd'hui, quand elles auront 60 ans, de leur trouver soit un remplacement d'activité, mais d'acheter la paix sociale. D'accord? Donc ça, la photo que vous voyez ici, c'est un extrait d'un rapport qui a été remis à Obama en 2011, qui expliquait où irait le monde justement d'ici 2030. OK? Comme étant parmi les acteurs principaux de ce nouveau monde. D'accord? euh, donc, ce que je dis, c'est que si un nouveau contrat social n'est pas rapidement trouvé et appliqué, ou du moins aussi rapidement que la vitesse de disparition des emplois, la tension économique sera insupportable pour certaines populations et pour des modèles économiques comme ceux de la sous-traitance à basse valeur ajoutée, qui sont prisonniers d'un appareil productif qui est dépassé, qui est déjà mort. Ce qui, en retour, pourra avoir des conséquences sécuritaires sur les pays à niveau de vie supérieur. Et, et c'est ce qui va se passer hein, après cette crise Covid. D'accord? Donc, après cette crise sur qui est qui est baissée et une économie de production propre qui va augmenter sur des biens nécessités. Là, si on regarde comparatif dans l'investissement dans les pays de l'OCDE, eh bien, on regarde ici que ceux qui ont investi le plus en recherche et développement, c'est Israël. Okay, ils sont passés devant la Corée du Sud.
Parce que la guerre économique des 15 prochaines années, elle est dans l'innovation, elle est dans la technologie. Et ceux qui vont pas se positionner dans, dans ce monde qui change, eh bien, ils seront sous dépendance économique. Quand on regarde également dans les technologies. Donc, je conclue rapidement par rapport à l'Afrique. Donc, les images que vous voyez en haut, ici, c'est Bourguiba avec Abdel Nasser. Ici, vous voyez également le Premier ministre de l'Inde avec les responsables chinois. Et donc, tout ça, c'était la conférence de Bandung. Okay, dans la conférence de Bandung, c'est elle qui a initié tout le processus de décolonisation des pays africains et des pays asiatiques. Et l'Afrique, en 2050, elle compte deux pyramide des âges sera la population la plus jeune du monde. Donc, l'Afrique, par ses ressources naturelles abondantes et par sa jeunesse et toutes ses infrastructures à construire, est l'Eldorado du XXIe siècle. Elle sera le premier marché du monde. Les deux lieux du business mondial, du futur business mondial, c'est en Afrique et dans l'espace. Et d'ailleurs, la géopolitique de l'Afrique, en termes de positionnement des acteurs internationaux, est similaire à la géopolitique de l'espace. Parce que ce sont les seuls lieux de croissance possibles, parce que tout est à construire, en fait, là-bas. Voilà. Et quelle proposition de valeur pour l'Afrique? Donc, si nous prenons les deux équations de la production des cost models et que nous les mettions en perspective avec la future démographie africaine, de ses besoins, des outils de la 4e révolution industrielle et de l'accès au savoir illimité gratuitement, une vraie réflexion se pose sur la proposition industrielle et économique. Donc, quelle est la proposition de valeur de celles et ceux qui souhaitent être les partenaires de l'Afrique au XXIe siècle? La réponse à cette question, c'est répondre à la réalisation d'une paix globale et durable sur une prospérité équitablement partagée. Voilà. Et je finirai cette présentation en vous parlant des startups qui se font au Moyen-Orient et qui se font également en Afrique. La grande majorité des startups, enfin 30% des startups, elles sont faites par des femmes. Rapport entre l'homme et la femme. C'est un excellent signe également en termes de changement culturel, parce que la guerre économique, encore une fois, des 15 prochaines années, elle est dans les cerveaux. Et chaque cerveau, il est nécessaire. Et vous, les femmes, on a besoin de vous plus que jamais par votre inventivité et puis également par notre complémentarité. Voilà. Donc, je conclurai là-dessus et je vous remercie. Merci Mohamed, merci. C'était vraiment très, très intéressant. Vous avez parlé de tout, quoi.